Les techniques utilisées par les bâtisseurs pour sceller les pyramides dépassent l'entendement. Au total, les blocs prévus pour couvrir la chambre funéraire pèsent près de 250 tonnes. Pour comprendre comment les bâtisseurs sont parvenus à une telle prouesse, il faut prendre de la hauteur. Et immédiatement, une structure répétitive intrigue. C'est au centre de cette construction en forme de C que se trouvent les hiéroglyphes, au cœur de la pyramide. Un édifice que les archéologues appellent des gradins. On comprend pourquoi les gradins étaient en forme de C, puisque dans l'ouverture, on avait la descendrie qui permettait donc d'acheminer pendant le chantier les blocs pour construire la chambre funéraire et également au fur et à mesure de la construction d'amener les blocs de couverture de cette chambre funéraire qui sont énormes. Après avoir dessiné les contours de la pyramide et creusé les fondations de la chambre funéraire, les gradins en forme de C sont érigés. Ils ont une fonction indispensable pour la future construction. Une fois que la descendrie était couverte, on amenait les blocs de couverture de la chambre funéraire par cet espace vide. Et on a ici encore un témoignage de ces gros blocs qui servaient de couverture à la chambre funéraire. Ces énormes blocs de 30 tonnes sont en granit. 8 sont nécessaires pour couvrir la chambre funéraire. Une fois la partie intérieure construite, les architectes se concentrent sur l'extérieur de la pyramide. Ils doivent définir avec une extrême précision l'emplacement des pierres de parement qui constituent la partie visible de la pyramide. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il est encore possible aujourd'hui d'observer les traces laissées par les ouvriers de l'époque. Ce que l'on a découvert en dégageant cette zone, c'est que sur ces gradins, on avait une ligne horizontale qui filait sur toute la base de ce gradin et qui correspond exactement au niveau de la base de la pyramide. C'est-à-dire qu'on a probablement construit le gradin dans un premier temps, posé cette ligne de référence et ensuite positionner l'assise de réglage qui fait tout le tour de la pyramide sur laquelle vont être posés les blocs de parement. Cette ligne dessinée est une référence pour les architectes de l'époque. Elle va permettre de placer avec une grande précision l'extérieur de la pyramide constitué de blocs en calcaire blanc. L'espace entre ces deux éléments est ensuite comblé. On a, en partant de l'extérieur, le parement fait de blocs de calcaire de très bonne qualité. À l'arrière de ces blocs de parement, on a ce qu'on appelle les backing stones. C'est le même type de pierre, mais grossièrement taillé. Et à l'arrière, donc entre le gradin et le backing stone, on a ce bourrage de moellons jeté pêle-mêle avec des mortiers debout. Pour que les ouvriers puissent travailler jusqu'au sommet de la pyramide, ils élèvent le sol qui l'entoure. La pyramide disparaît à mesure qu'elle s'élève. Quand l'édifice est entièrement érigé, le sable est retiré et la pyramide apparaît. L'ultime étape est de tailler les pierres extérieures pour obtenir une surface parfaitement lisse. Si les techniques de construction de l'époque n'ont plus de secret pour les archéologues, ils ont au cours de leurs recherches découvert plusieurs pyramides miniatures dont la fonction est un mystère non résolu. Les égyptologues cherchent encore leur signification dans les textes. C'est au sud-est de chacun des complexes funéraires que les chercheurs ont remarqué la présence d'une étonnante pyramide. Car contrairement aux pyramides principales, les pyramides satellites sont toutes dépourvues de textes sacrés. Cette petite pyramide, elle est tellement petite qu'on l'appelle la pyramide satellite, parce qu'elle est une sorte de satellite de la grosse pyramide. On la trouve toujours à cet endroit-là dans l'ensemble des complexes. On la retrouve ici pour la reine Inenekinti, par rapport à celle-ci. Et puis nous, cette année, ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu plus ce qu'il en est concernant cette reine Noubounet, dont on n'a pas fouillé tout
l'ensemble du complexe funéraire. Et là, qu'est-ce qu'on attend? Évidemment, la pyramide satellite. Donc ce qu'on voudrait cette année, c'est retrouver la pyramide satellite de la reine Noubounet. C'est un des éléments de la fouille de cette année. L'archéologue Xavier Enaf dirige les fouilles. 50 ouvriers sont à pied d'œuvre. Des dizaines de mètres cubes de sable sont retirés à la force des bras et déplacés jusqu'à l'extérieur du site. Après plusieurs heures, d'incroyables blocs décorés refont surface. Mais ces éléments ne correspondent pas à la pyramide satellite. La pyramide satellite, en général, en tout cas sur cette nécropole, se situe à l'angle sud-est de la pyramide qui sert de tombe à la reine. Normalement, elle devrait être là. Donc on a ouvert ici et malheureusement, comme c'est souvent le cas en archéologie, on a trouvé quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on cherchait. Donc on a fini par ouvrir un peu plus de ce côté-là et également de ce côté-là, pour voir si, par rapport au plan général, elle n'est pas plus à l'est, plus au sud, plus à l'ouest, comme ça peut arriver. Impossible de retrouver les fondations d'une pyramide satellite. Mais contre toute attente, l'archéologue vient de réaliser une autre découverte. Les blocs qu'ils viennent de sortir du sable seraient-ils liés au texte sacré? L'organisation des fouilles est bousculée. La priorité est désormais de préserver ces blocs exhumés. Là, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on renseigne les blocs comme ça, décorés, parce qu'ils ont leur couleur. Et on n'est jamais à l'abri d'un accident quand on les extrait et ensuite qu'on les emmène dans les magasins. Faut pas oublier quand même qu'ils sont là depuis plusieurs millénaires. Donc, si on estime que c'est une construction qui date de l'époque de Pépi Ier, c'est des blocs qui ont plus de 4000 ans. Donc, c'est énorme. Parfois, certains sont sortis, on a l'impression qu'ils ont été peints hier. Sauf que parfois, en l'espace d'une heure ou deux, les peintures disparaissent et c'est terminé. Ici, aucun hiéroglyphe n'est présent sur la pierre, mais il faut impérativement la préserver, car les scènes peintes sur les blocs sont de nouveaux indices sur le fonctionnement de la nécropole. Dès l'instant où les blocs sont exposés au soleil, chaque minute compte. Mais avant de les extraire pour les protéger, il faut absolument garder une trace de leur emplacement. Une équipe est appelée pour réaliser la photogrammétrie du site de fouille. Cette fois-ci, leur technique va être différente. Des cibles topographiques sont apposées. Elles permettent de définir les coordonnées dans l'espace. La précision doit être au millimètre. L'archéologue va utiliser une perche télescopique. Comme il faut multiplier les points de vue différents, on utilise une perche pour avoir une vue en hauteur. Après, je vais faire des photos aussi au sol, à la main. Les vestiges sont photographiés sous tous les angles, à différentes hauteurs. Un logiciel va agencer les images et obtenir un modèle d'une grande précision. Cette photogrammétrie permet d'immortaliser le lieu comme il l'était au moment de la découverte. Désormais, ces peintures peuvent être retirées pour être sécurisées à l'abri de la lumière. Les pierres pèsent plusieurs dizaines de kilos. Quelle est l'origine de ces blocs? Pourquoi la pyramide satellite est-elle introuvable? Notre travail, c'est un peu une enquête de police. C'est-à-dire qu'on travaille à partir de différents indices qui ont été laissés par les gens qui ont vécu auparavant et qu'on essaye de récolter. Et en les assemblant, on essaie de reconstruire la façon dont s'est déroulée l'histoire. Les prochaines fouilles permettront peut-être d'élucider le mystère des pyramides satellites. Mais cette année, un objectif obnubile les chercheurs. Pour la première fois, ils vont pouvoir pénétrer à l'intérieur d'une pyramide fermée depuis près d'un siècle et découvrir enfin les textes qui tapissent la chambre funéraire du pharaon Pépi II.